Bonjour Margot. Alors dans Sipourim cette semaine, j'ai choisi de revenir sur un événement majeur de l'histoire d'Israël, la manifestation du 4 novembre 1995 pour la paix et l'assassinat qui a suivi de Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien à l'origine des célèbres accords d'Oslo. Pour l'occasion, j'ai eu la chance de recueillir les témoignages de deux hommes qui étaient présents ce 4 novembre. D'abord, il y a Franck. En 1995, Franck Benamou a 30 ans. Toute sa jeunesse, il la passe à militer avec les jeunes de l'Achomer Hatzaïr, un mouvement de jeunesse juif, sioniste et de gauche, qui soutient ouvertement les combats de Rabin. En 1995, cela fait déjà 10 ans que Franck alterne entre la France et Israël. C'est donc assez naturellement que Franck se joint à la manifestation du 4 novembre en soutien à Rabin et aux accords de paix. Ofer, lui, vous l'avez déjà entendu sur notre antenne. C'est Ofer Bronstein. Il était militant de longue date du combat pour la paix et du dialogue avec les Palestiniens. Un peu avant les élections de 92, il rejoint le Parti travailliste israélien et s'engage pleinement au sein de la campagne de Yitzhak Rabin. Plus tard, Ofer deviendra un acteur d'ailleurs assez emblématique des accords d'Oslo. C'est à travers ces deux témoignages que je vous propose de revivre cette période. Cette campagne majeure de l'histoire d'Israël vers un processus de paix, mais aussi l'assassinat tragique du premier ministre israélien de l'époque, dont la mémoire aujourd'hui est plus que jamais nécessaire à rappeler. Bonjour, je m'appelle Franck Benamou, j'ai 55 ans. J'ai passé une longue partie de ma jeunesse dans un mouvement de jeunesse qui s'appelle l'Achomer Hatzaïr, donc j'ai milité pendant d'assez nombreuses années. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé en 85 de faire mon Aliyah, avec un parcours assez classique, le kibbutz, les études, l'armée. Je suis revenu en France pour travailler au mouvement à la fin des années 80, parallèlement à mes études de droit. Et j'ai décidé de retourner en Israël. À l'été 95, l'État d'Israël, le gouvernement israélien venait depuis quelque temps de signer les fameux accords d'Oslo et se profilaient des échéances politiques importantes et notamment effectivement dans un contexte très difficile pour le gouvernement en place, le gouvernement d'Yitzhak Rabin, puisque d'un côté il devait faire face à une vague d'attentats du Hamas très importante qui a fait de très nombreuses victimes avec ces kamikazes qui se faisaient exploser dans les bus ou dans les lieux publics, et de l'autre côté une opposition politique menée et dirigée par Benyamin Netanyahou, qui était extrêmement critique et sévère à l'égard du gouvernement Rabin. Les accords d'Oslo ont été signés le 13 septembre 1993. Ils stipulaient, ce qui est important dans ces accords, c'était la reconnaissance mutuelle. Pour la première fois, l'OLP, l'organe le plus important des organisations palestiniennes, reconnaissait l'État d'Israël. Et du côté israélien, Rabin et le gouvernement israélien d'époque reconnaît le droit et le besoin des Palestiniens d'avoir un État indépendant. Ces accords-là devaient être des accords intermédiaires qui se terminaient au bout de 5 ans. Et au bout de 5 ans, il devait avoir la création de l'État palestinien qui, pendant ces 5 ans, devait s'organiser. On n'y est pas arrivé, et ça nous apporte aussi à l'actualité d'aujourd'hui. Comme vous le savez, les opposants les plus virulents de ces accords étaient le Hamas, que pendant cette période-là, entre 1993 et après l'assassinat même de Rabin, mais pendant ces années-là, il y avait des bombes humaines qui explosaient tous les jours dans le centre du pays, qui touchaient des civils israéliens, dans les autobus, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les centres commerciaux, un peu partout. C'est des centaines d'Israéliens qui ont été tués. Cette série d'attentats et les accords signés par Oslo, bien entendu, ne sont pas de goût de la droite israélienne et des colons. Donc il y a toute une campagne d'incitation à la haine, d'incitation contre Rabin. Il y a la fameuse manifestation que
à laquelle Netanyahou avait participé, où on voyait Rabin avec des uniformes SS, où des choses terribles ont été dites contre lui, où il y avait des appels même à sa mort. Din Rodef, il y a un truc comme ça dans la Torah qui dit que quelqu'un qui a trahi doit être tué. Certains membres de la droite modérée ont compris que cette manifestation à Kikar Tzion, à Jérusalem, était aussi, il y avait une participation de gens racistes qui appelaient à l'assassinat de Rabin, et descendent et refusent d'y participer. Il y a une campagne contre Rabin chez les rabbins d'extrême droite, chez les colons. L'incitation à la haine prend des dimensions telles que l'on décide, avec le Parti travailliste dirigé par Nissim Zvili à l'époque, et moi qui étais à la tête d'une organisation importante qui s'appelait le Centre international pour la paix, et on décide d'organiser cette manifestation de soutien à Rabin. Et finalement est décidé, à la mi-octobre, d'une grande manifestation de soutien au processus de paix ou de soutien au gouvernement Rabin. Et effectivement, on pressent que la foule va être très importante. Les semaines passent, les jours se rapprochent, etc. Et effectivement, arrive ce 4 novembre où une mobilisation très importante des Israéliens soutenant le gouvernement et soutenant le processus en cours a lieu. Des centaines de milliers de personnes sont présentes. La place, qui deviendra plus tard la place Yitzhak Rabin, est bondée. Et effectivement, on sent à l'intérieur on sent dans cette manifestation que l'heure est grave, quoi. Qu'il y a quelque chose qui est en cours, qui peut, qui, dans une certaine mesure, il y a une partie du destin de l'État qui se joue ce soir. Et les orateurs qui se succèdent, j'ai un souvenir très précis de Shimon Peres qui a, comme à l'accoutumée, tenu un discours extrêmement médini, c'est-à-dire extrêmement d'homme d'État, avec beaucoup de hauteur et beaucoup de force, et arrive donc au bout au terme de ce rassemblement, parce que c'est plus un rassemblement qu'une manifestation, arrive le discours d'Yitzhak Rabin, prophétique. Vraiment, je pense que tous ceux qui étaient présents, on était quand même assez nombreux, même parmi la communauté française, anciens du mouvement, etc. Tout le monde a gardé un souvenir assez vivace. Hein. C'est comme une empreinte politique qui va vous accompagner tout au long. Et un discours dans lequel effectivement il explique l'écueil dans lequel se trouve l'État d'Israël, c'est-à-dire à la fois la nécessité de combattre le terrorisme comme s'il n'y avait aucune discussion de paix en cours, et la nécessité d'avancer sur une solution politique durable, effectivement en neutralisant la situation sécuritaire. C'est-à-dire, effectivement, la nécessité d'avancer sur deux terrains à la fois, parce que la situation l'impose. Et bien évidemment que, toutes les personnes sur place, adhèrent. Il a été très hésitant. Lui, il était persuadé que personne ne viendrait à la manifestation, que l'opinion publique est contre lui. Au niveau de la sécurité, c'était peut-être pas la chose la plus intelligente à faire, mais c'est pas la sécurité qu'il craignait, c'est qu'il y ait un manque d'adhésion et un manque de participants. À l'arrivée, le 4 novembre 1995, nous sommes la place qui s'appelle aujourd'hui place Rabin, mais qui s'appelait à l'époque Kikar Malchei Israël, la place des rois d'Israël, était bondée de personnes. Rabin et tous les dirigeants du Parti travailliste, y compris moi, on était aux anges. Ça s'est très très bien passé. Une des seules fois de sa vie où cet homme qui est timide, cet homme qui est très réservé, cet homme qui s'exprime pas beaucoup, qui rougit très fréquemment, qui est très introverti, je crois que c'est une des seules fois de sa vie, selon sa femme, où il chante. Et c'était très émouvant. D'habitude, les départs de rassemblement sont plutôt assez joyeux, etc. Mais quand même, on sent quand même une certaine gravité. Petite tension avec la police, des opposants à Yitzhak Rabin qui sont là, qui sont assez véhéments, et dans leurs propos, et dans leur attitude, un comportement relativement agressif. Et le rassemblement se termine. Une heure et demie après,
C'est l'annonce. C'est l'annonce. Voilà. Pour dire vrai, ceux qui étaient avec moi, on s'est absolument aperçu de rien. Effectivement, il y avait énormément de monde. Voilà, on n'a pas du tout senti au moment où Yitzhak Rabin est assassiné, où Yigal Amir tire sur Yitzhak Rabin. Voilà, moi j'ai aucun souvenir d'un coup de feu. Non, mais effectivement, donc en rentrant chez nous, on apprend la terrible nouvelle. Un terroriste juif manipulé, instrumentalisé par des rabbins, par des colons d'extrême droite, pense qu'il va sauver le peuple juif en venant assassiner de son froid le Premier ministre Yitzhak Rabin. Alors la mort de Yitzhak Rabin, tué par un jeune étudiant d'extrême droite, va semer le chaos. Chaos dont la société israélienne ne s'est probablement jamais remise selon Frank et Ofer, et qui peut permettre de comprendre la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Écoutez leur analyse. Effectivement, va se mettre en place un processus de fragmentation de la société, processus qui, dans une certaine mesure, je ne dirais pas, dont à la fois les manifestations auxquelles on assiste depuis un an, depuis la mise en œuvre du projet de réforme du pouvoir judiciaire en Israël, et également ce qui s'est passé le 7 octobre, l'attaque terroriste du Hamas et son ampleur, il y a un lien. Pour moi, personnellement, en tant que franco-israélien, il y aura avant le 4 novembre 1995 et l'après le 4 novembre 1995. Je pense qu'aujourd'hui, les trois dates qui, moi, me marquent le plus, et je crois que c'est les trois dates qui marquent le plus la société israélienne, le monde juif, l'histoire de l'État d'Israël, c'est bien entendu le jour de sa création, c'est ensuite l'assassinat de Rabin, et aujourd'hui, malheureusement, c'est le 7 octobre 2023. Ça sera trois dates charnières qui ont tout fait basculer dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du peuple juif. Je suis persuadé que si Rabin n'avait pas été assassiné, il n'y aurait pas eu le 7 octobre 2023. On serait déjà en situation de paix et de réconciliation avec les pays arabes. Je veux vous rappeler aussi autre chose. Aujourd'hui, on parle des accords d'Abraham comme étant très importants, et ils le sont, c'est très bien, mais on y était déjà en 1993. La question, c'est de savoir aujourd'hui. C'est clair qu'aujourd'hui, le tableau, la photo, elle est complètement différente parce que on a les résultats de ce qui a été semé. C'est-à-dire qu'on a à la fois des dirigeants, et c'est sans... c'est purement objectif, mais voilà, le sentiment qui est quand même largement partagé, c'est que les dirigeants israéliens aujourd'hui ne sont pas du même acabit que les générations précédentes. Et que malheureusement, Israël est mal gouverné. Alors voilà, vous venez d'écouter les témoignages de Frank Benamou et de Ofer Bronstein. Tous deux étaient militants pour la paix, et tous deux se trouvaient aux côtés de Yitzhak Rabin le 4 novembre 1995. Il s'agissait de témoignages qu'il me semblait nécessaire de recueillir aujourd'hui, 28 ans presque jour pour jour après l'assassinat de Yitzhak Rabin.